سيد ساركوزي، أهنئكم على فوزكم بالانتخابات. تستحقون ثقة الشعب الفرنسي. Monsieur Kadhafi, je suis enchanté de vous parler. Je n'ai pas oublié notre rencontre. Je garde un excellent souvenir de la qualité de vos analyses. Vous méritez amplement votre titre de guide. أنا مطمن إنه عندنا صديق مثلكم في أوروبا. بعرف طموحكم وعزيمتكم، ورح نعمل كتير لدولتنا. Oui, monsieur le guide. J'espère vous recevoir en France ou me rendre en Libye. Inch'Allah, Inch'Allah. Je compte sur votre prière, monsieur le guide. Je ne prie pas de la même manière que vous, mais je prie le même Dieu que vous. Shukran, shukran. Je vous exprime mes respects et mon amitié, monsieur le guide. Le 28 mai 2007, l'un des tout premiers dirigeants du monde à qui le président français tout juste élu téléphonait longuement était le chef d'un petit pays d'Afrique du Nord. Dès le début donc, au-dessus de lui planait l'ombre du dictateur. Bientôt, celui-ci viendra le visiter en ces lieux. Il l'obsédera jusqu'aux derniers instants de son mandat et continuera de le hanter après. Jamais, sous la Ve République, un dictateur n'avait ainsi marqué de son empreinte le quinquennat d'un président. Toute cette histoire a commencé 2 ans avant que le futur président n'entre à l'Élysée, lorsqu'il est allé faire la connaissance du dictateur, un jour d'octobre 2005. Il est alors un fringant ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, qui ne fait pas mystère de ses ambitions présidentielles. Depuis l'aéroport, son convoi file à travers Tripoli, capitale d'un État de 6 millions d'habitants que la manne pétrolière a rendu le plus riche d'Afrique. Sur les murs, s'affiche partout l'homme qui le dirige d'une main de fer depuis 1969. Officiellement, le ministre a été convié ici à venir s'entretenir de la lutte antiterroriste et de l'immigration irrégulière. Pourquoi vouliez-vous aller en Italie? Je voulais partir. On veut contrôler les choses. En coulisses toutefois, cette visite a pour le ministre d'autres enjeux, plus personnels. Elle a été initiée par un homme de l'ombre, un Libanais. Un intermédiaire en armement à la fois proche de plusieurs membres de son entourage et familier du pouvoir libyen. En 2005, je rencontre le fils du colonel Kadhafi en visite privée en France. Alors il m'invite en Libye pour aller rencontrer son père, le colonel Kadhafi, et je rencontre Kadhafi. Quand je parlais de Nicolas Sarkozy à lui, je parlais de lui comme quelqu'un qui allait changer beaucoup la démarche française en général
dans le domaine de la politique extérieure. C'est Seif qui s'est emballé sur Sarkozy. Seif qui a poussé son père. Papa, il est formidable, papa, il est formidable. Je retourne en France, je vois M. Guéant, et les choses se sont mises en place. Et M. Claude Guéant était venu préparer la visite plusieurs fois. Je crois que je l'ai venu au moins 2 fois, pas forcément une fois. M. Claude Guéant avait ses propres contacts. Signe de l'importance qu'il accorde à cette relation, son plus proche collaborateur devient dès lors son agent de liaison avec les Libyens. En fin de matinée, devant la tente bédouine plantée au milieu de son palais caserne, apparaît le dictateur. Depuis peu, il n'est plus un chef d'État paria à la tête d'un pays sous embargo. En renonçant au terrorisme et à l'arme nucléaire, il est devenu fréquentable aux yeux des Occidentaux. Sous cette tente, il a déjà reçu des dirigeants européens. Mais ce jour-là, il surprend ceux qui connaissent ses habitudes, comme l'ambassadeur français en poste à Tripoli depuis 4 ans. Le colonel Kadhafi ne recevait jamais le matin parce qu'il avait des nuits sans doute très longues et le matin il était toujours un peu dans le brouillard, si j'ose dire, de façon. Et donc c'était plutôt le soir, l'après-midi ou plutôt le soir. Et là il est reçu tout de suite. La diplomate Zora Mansour est une intime du dictateur, la responsable de ces fameuses Amazones. Le guide m'a dit: Zora, nous honorons quelqu'un qui sera candidat à des élections importantes. S'il arrivait au pouvoir, nous pourrions entretenir de bonnes relations avec son pays. Ça vaut le coup, non? Moi, ils me l'ont dit. C'était l'objectif principal. On accueille M. Sarkozy parce qu'on sait qu'il peut avoir un destin important en France et être le futur président. Enfin, l'ambitieux ministre, novice sur la scène internationale, et l'indéboulonnable dictateur au pouvoir depuis 36 ans font connaissance. L'empressement du Libyen à rencontrer ce possible président français a une raison. Merci de me recevoir malgré le ramadan. Après avoir vainement tenté de prendre la tête du monde arabe, le dictateur rêve de fonder des États-Unis d'Afrique, que bien sûr il dirigerait. Autoproclamé roi des rois, ses milliards lui donnent les moyens de ses ambitions. Mais sur sa route, il craint la France et sa très active politique africaine. La France, qui s'est toujours opposée à ses projets. Ainsi, ses rapports avec le président Chirac sont-ils notoirement glaciaux. Il fallait donc améliorer nos relations avec la France, coûte que coûte, pour qu'elle ne perturbe pas, par son influence sur certains pays africains, les discussions sur la fondation des États-Unis d'Afrique. C'était notre but, et c'est ce qu'on attendait de Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur. L'un des hommes chargés des relations avec la France est le cousin du dictateur, son stratège, son confident. Une chose est sûre, il nous a montré le plus grand respect. Il nous a fait l'impression d'un homme honnête qui voulait sincèrement développer nos relations et corriger les erreurs de la France en Afrique. Le dictateur ne peut qu'apprécier ce ministre qui prône publiquement la rupture avec le président français du moment. Il s'en retourne en France avec le pouvoir à conquérir. Et s'il ne revient pas en Libye, plusieurs de ses proches feront le voyage. Parfois pour parler affaires, car après les années d'embargo, le juteux marché libyen suscite des convoitises. Ainsi, l'homme d'affaires Takieddine effectue de nombreux séjours dans les grands hôtels de Tripoli. Il utilise ses relations dans l'entourage du futur président
pour emporter des contrats d'armement et évince ainsi des intermédiaires implantés de plus longue date. J'ai mes clients eux-mêmes qui viennent vers moi et qui me disent « Zia Taqeddine est arrivé avec un courrier en tête du ministère de l'Intérieur. Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Et dans le courrier, il y avait marqué « Je recommande chaudement M. Zia Taqeddine, homme de l'industrie, très connu par nos services, un homme remarquable pour les industriels Thales, Dassault, Snecma. Allons-y, pourquoi pas McDo ?» Enfin, il y en avait pour tous les goûts. Et signé M. Sarkozy. J'ai su après que Sarkozy a été interrogé à l'Élysée. Sarkozy dit « Mais enfin, écoutez, soyons sérieux, vous avez une copie ?» On lui a répondu « Ben non, on n'a pas de copie. » Bon, bah alors, écoutez, enfin, vous connaissez les Libanais. C'est ce que j'ai su, ce qu'il aurait répondu. Vous connaissez les Libanais. Enfin, bon, enfin. C'est pas lui qui me mandate, hein. C'est pas lui qui me mandate. Par contre, Nicolas Sarkozy a reçu officiellement ma désignation comme interlocuteur de la part des Libyens avec lui. Le futur président ne sait peut-être pas tout ce qui se trame autour de lui ou en son nom. Mais entre lui et le dictateur, il flotte dès lors un fumet affairiste qui ne sera pas sans conséquence à la fin de cette histoire. Je veux être le président de la France des droits de l'homme. Parce que je le crois au plus profond de mon cœur. Je ne crois pas à ce qu'on appelle la realpolitik qui fait renoncer à ses valeurs. Je ne veux être complice d'aucune dictature à travers le monde. En janvier 2007, celui qui exprimait son respect au dictateur lance sa campagne présidentielle sur un bien autre ton. Gagner une élection vaut bien de se poser en chantre des droits de l'homme, surtout lorsqu'on est précédé par une réputation de ministre de l'Intérieur à poigne. C'était l'époque où une certaine gauche intellectuelle s'insurgeait de ses propos. Et à un moment donné, on a senti chez lui le besoin aussi de s'adresser à ces intellectuels-là, parce que même s'ils ne sont pas majoritaires dans le pays, ils ont une certaine influence. Nicolas Sarkozy était sensible. Très sensible à ce que pouvaient penser les Bernard-Henri Lévy, les Glucksmann, les Bruckner. Les droits de l'homme, ça ne pouvait pas ne pas me plaire. En plus, il est vrai que Nicolas Sarkozy avait un langage et dans sa campagne des thèmes qui étaient très nouveaux par rapport à l'orthodoxie de la droite. Deuxième grand objectif de la France, promouvoir les libertés et les droits de l'homme sur la scène internationale. Je ne me tairai jamais devant ces insultes aux droits de l'homme. Eh bien, la France, elle n'est elle-même que quand elle promeut la liberté contre l'oppression. C'est ainsi qu'à l'issue de la campagne, il recrute 2 personnalités atypiques qui compteront dans la suite de cette histoire. De Bernard Kouchner, héros de l'humanitaire, il fera son ministre des Affaires étrangères. Et il invente une fonction inédite sous la Ve République, celle de secrétaire d'État aux droits de l'homme, qu'il confiera à la jeune Ramayad. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Résultat salué par une ovation de ses supporters Salgavo. Salgavo, un célèbre théâtre parisien. La foule ignore qu'elle va assister au premier acte de la pièce que le nouvel élu s'apprête à jouer avec le dictateur. Après les généreuses paroles du candidat, place aux actes du président. Là, c'est la grande surprise. Il fait un discours de vainqueur, Salgavo, à Paris, devant ses supporters. Et puis, dans l'euphorie générale, il place le début de son mandat sur le terrain de la politique étrangère. C'est en Méditerranée que tout va se jouer.
qu'il nous faut surmonter toutes les haines pour laisser la place à un grand rêve de paix et à un grand rêve de civilisation. Le temps est venu de bâtir une union méditerranéenne qui sera un trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Ce qui a été fait pour l'union de l'Europe il y a 60 ans, nous allons le faire aujourd'hui pour l'union de la Méditerranée. Réunir tous les pays riverains de la Méditerranée au sein d'une union politique. Telle est sa spectaculaire et surprenante promesse. Tout juste élu. Et déjà, il aspire à un coup de maître qui prouverait à tous qu'il est ce grand président pareil à nul autre, qu'il promettait d'être. Pour réussir son pari, il a besoin du soutien d'un État d'Afrique du Nord, incontournable autant que peu coopératif, dirigé par un peu commode dictateur. Le nouveau président a de bonnes raisons de penser qu'il trouvera en lui un allié. En ce début de quinquennat, tous les chemins le mènent en Libye. Il s'attelle sans tarder à son union pour la Méditerranée, s'efforçant de convaincre les chefs d'État de la région d'y adhérer. Il a aussi en tête les grands contrats qu'il pourrait obtenir de la riche Libye, lui qui a promis de ramener milliards et emplois aux entreprises françaises. Et puis, cerise sur le gâteau, il saisit l'opportunité de réaliser un bon coup de communication qui contribuerait à sa gloire. À Tripoli, en effet, l'imprévisible guide libyen a suscité un nouvel obstacle dans ses relations avec l'Occident. Il détient 5 infirmières bulgares dont le calvaire émeut l'opinion internationale. Injustement accusées d'avoir inoculé le virus du sida à des enfants, torturées, elles viennent d'être condamnées à mort. Depuis des mois, l'Union européenne négocie leur libération avec le dictateur. En ce mois de juillet 2007, la commissaire aux relations extérieures est sur le point de réussir. Dans une journée, parce qu'il changeait toujours tout, on a négocié ça. Et c'était prêt à signer. Et là, nous voulions signer. Et tout d'un coup, les Libyens, ils avaient coupé tout. Et ils voulaient savoir, oui, on n'est pas sûr. Nous avons fait le travail. On ne savait pas que Sarkozy négociait derrière. Car à l'Élysée, dans la plus grande discrétion, entouré de sa seule garde rapprochée, Jean-David Lévite, son conseiller diplomatique, Henri Guénaud et l'indispensable Claude Guéant, le président joue en personne les négociateurs. On me passait un coup de téléphone. Le président Sarkozy voudrait parler à Kadhafi. Dis-nous où se trouve Kadhafi à 2h de l'après-midi ou à 5h de l'après-midi. Et c'est comme ça que les choses se passaient. Et ça, j'ai eu au moins 4 ou 5 coups de téléphone. Pour les sauver, eh bien, il fallait aussi accepter en contrepartie d'abord de discuter avec le colonel Kadhafi. Ça a beaucoup joué, ça, enfin, parce que Kadhafi se sentait considéré. Quand vous recevez un coup de téléphone, quand vous recevez un message écrit, c'est une chose. Mais quand ensuite, vous voyez 15 jours après, un nouvel appel, etc., à 3-4 reprises, ça marque. Surtout avec ces pays-là, qui quand même sont des pays où la relation humaine est fondamentale.
Pour devenir le libérateur des innocentes infirmières, le président est prêt à offrir beaucoup. Il sait que le dictateur rêve d'effectuer une prestigieuse visite officielle en Occident pour marquer son retour sur la scène internationale. C'est en échange du sauvetage des infirmières bulgares qu'a été fait la promesse de recevoir le colonel Kadhafi en visite d'État à Paris. Le président accède à un autre désir cher au dictateur. Affligé d'avoir dû renoncer à l'arme nucléaire, le Libyen veut posséder au moins une centrale nucléaire, symbole de puissance. Depuis des mois, il sollicite les autorités françaises, jusqu'à présent circonspectes face aux caprices d'un dictateur réputé incontrôlable. Il y avait des gens qui étaient tout à fait opposés à s'aventurer ou à s'engager. C'est pas une aventure, à s'engager dans cette voie, même à pas compter. Mais là-dessus, le président de la République a arbitré. Parce que là, à chaque reprise, dans les entretiens auxquels j'ai assisté, le président, à plusieurs reprises, le président Kadhafi, ça lui tenait à cœur, ce point-là. C'était un personnage extrêmement intelligent, très manœuvrier, un homme de pouvoir très efficace. Il a tiré tout le parti qu'il pouvait tirer de cette négociation. Ils n'ont pas cherché à obtenir davantage. Non, le seul, c'est l'accord de défense qui a fait un petit peu de problème. Et parce que les Libyens voulaient une sorte de clause de défense en disant qu'en gros, s'ils étaient attaqués, la France devait venir à leur secours. On sait bien qu'il n'était pas question de ça. Et je sais que mon homologue libyen m'a dit, j'ai pas pu obtenir. Moi, j'avais dit non, ça c'est exclu. Il faut pas chercher. Je lui ai dit, ça passera jamais. Le dictateur a obtenu presque tout ce qu'il pouvait espérer. Dans la nuit du 22 juillet 2007, le deal est scellé. « 48 heures plus tard, en Bulgarie, un avion de la République française rend la liberté aux malheureuses. Des dizaines de journalistes sont venus retransmettre ce succès présidentiel. Ils découvrent alors qu'il comporte un inattendu volet conjugal. Madame Sarkozy! Pour aller chercher les infirmières en Libye, le président s'est fait représenter par sa femme, Cécilia. Un geste envers le dictateur, et peut-être même plus que cela. Et puis, on est des Arabes, vous savez. Il a envoyé sa femme à Tripoli. Ça compte. Il nous était difficile de refuser la demande d'une femme sur un sujet comme celui-là. Je crois, pour lui, c'était important aussi pour montrer à Cécilia qu'elle pouvait jouer un grand rôle si elle restait. Ça était un peu ce que j'ai compris quand elle était avec moi dans l'avion. Il espère, à travers l'affaire libyenne, qu'elle va trouver sa place et que, comme ça a marché, il imagine qu'il va pouvoir la garder comme ça. Avec sa femme, le président vit une crise de couple. Il cherche à la retenir par tous les moyens, y compris les moins conventionnels. Baroque exercice du pouvoir, où diplomatie et vie privée se mêlent. Tiens. Bon, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation dans des délais aussi brefs. Je voulais vous dire quelle était notre joie devant la fin de ce long calvaire qui a frappé 5 femmes. Puis vous comprendrez que je dis également que Cécilia a fait un travail tout à fait remarquable. Que pour être une phrase courte et n'en est pas moins très sincère. 2 mois seulement après son arrivée au pouvoir, le dictateur lui offre cette victoire diplomatique éclatante. De surcroît paré de bons sentiments de toutes sortes. Et ce ne sont pas les interrogations de la presse qui vont gâcher ce moment. On sait bien que rien ne se fait
avec le colonel Kadhafi sans compensation. Moi, si vous me posez la question, la France a-t-elle versé 1 euro? Ma réponse, c'est non. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait d'arracher 5 malheureuses femmes à un sort bien peu enviable. Il y avait un problème à résoudre, on l'a résolu. Point. Pour servir nos intérêts, dans notre projet africain, nous avions décidé de soutenir Nicolas Sarkozy dans cette affaire, par tous les moyens. En l'occurrence, nous voulions lui donner une carte à jouer. Cette carte, le président va venir la jouer en Libye, dès le lendemain. Deux ans après son premier séjour, le président est de retour à Tripoli. L'ambassadeur méritant et le chef du protocole libyen l'attendent au bas du tapis rouge. Il est accueilli en grande pompe et en terrain connu. La libération des infirmières est pour le président des droits de l'homme un paravent commode. Qui s'offusquerait en effet de cette escale à Tripoli au lendemain d'une si émouvante libération? Il peut passer en toute quiétude aux choses sérieuses avec le dictateur. Autant la première visite avait été un peu fade, discrète, enfin, je n'ai pas peut-être entendu autant. Alors là, ça a été la fiesta, voilà. Dans le jardin de sa caserne, au pied d'un bâtiment laissé en l'état depuis le bombardement américain de 1986, c'est un dictateur en tenue d'apparat qui accueille le président et son importante délégation. Parmi elles se trouve la jeune secrétaire d'État aux droits de l'homme, Ramayad. Arrivé à moi, il me serre la main. Et je lui serre la main. Il était d'ailleurs étrange. On n'aurait pas dit un président, parce qu'il était habillé tout en costume blanc, avec sur la poitrine une carte de l'Afrique en plastique, vous voyez, noir. Et puis des lunettes de soleil, puis ses cheveux tout mouillés ou huileux, je sais pas trop. Et puis donc, il se pensait le représentant de l'Afrique. Moi, étant d'origine africaine, donc il a dû penser qu'on devait avoir une complicité particulière. Et donc, il me dit, mais comment, à 30 ans, vous êtes ministre? Et moi, du tac au tac, je réponds, mais vous, à 27 ans, vous aviez bien fait un coup d'État. Et là, je vois le regard du président Sarkozy qui part dans tous les sens. Et puis lui, ça le fait rire manifestement. L'heure est à l'idylle, surtout lorsque vient la signature d'une dizaine d'accords de coopération. Oui, mais alors, on avait signé. Je ne sais pas combien de documents, mais qu'est-ce qu'on signe comme accord? Je ne m'en plains pas. Auparavant, c'est moi qui avais été chargée de rédiger ces accords. Le guide m'a dit textuellement, « Zora, s'agissant de la France, il ne faut pas t'inquiéter. Sarkozy est notre ami. Tout va bien pour nous. » L'accord sur la défense, en particulier, a de quoi réjouir le dictateur. La France entraînera ses forces spéciales et lui fournira les armes les plus modernes. À la suite de ce rapprochement, les Français lui vendront même un système de surveillance d'Internet qu'il utilisera pour traquer ses opposants. Ceci, il est vrai, pèse à l'époque fort peu dans la balance. Quand vous faites des contrats de vente d'armes, vous imaginez bien que le gouvernement peut effectivement les utiliser d'une autre manière que pour préserver l'indépendance nationale. Bon, voilà, mais faut-il donc ne plus vendre d'armes à quiconque? Vous trouverez toujours quelqu'un pour leur vendre des armes. Et ouais, là encore, c'est la
difficulté morale de tout cela, mais le monde est comme il est. Pour le président, ces accords sont de moindre importance, à côté du dossier qu'il a prévu d'évoquer dans quelques minutes avec le dictateur. Sa chère union pour la Méditerranée. Après 2 mois de présidence, elle semble à portée de main. Il a besoin toutefois du soutien déterminant de son hôte. C'était un axe majeur de sa politique étrangère. Lui arrivait avec un esprit cartésien et une discussion structurée en tête. En face, l'interlocuteur n'était pas dans les mêmes dispositions intellectuelles, disons. J'ai le souvenir d'une scène de théâtre, d'une incommunication flagrante, d'une comédie jouée par Mouammar Kadhafi. Avec tout l'enthousiasme dont il est capable, le président expose sa vision géopolitique au maître des lieux, à qui il offre de le rallier. C'était un sphinx. Il répondait pas. Ou il disait 3-4 mots en arabe, sans rapport du tout avec la discussion qu'on voulait avoir avec lui. Il y avait des éclairages sur ce qu'on pouvait lui vendre. En général, c'était, je sais pas quoi, des armes anti-chars, ou je sais pas quoi. Et nous, nous ne savions pas, il fallait qu'on prenne des conseils. Bon. Le dictateur élude. Bernard Kouchner recentre la discussion avec un peu d'insistance. Le président l'a repris en disant pratiquement, en disant à Kadhafi, n'écoutez pas ce que dit mon ministre des Affaires étrangères. Sarkozy voulait une visite qui se passe bien. Bon, il disait, je suis là pour faire plaisir à mon hôte qui m'a fait... donc, autant ne pas lui compliquer de ne pas évoquer les choses dans le détail. En gros, le président a dit, on verra, on vous précisera les choses, les grandes lignes, tout ça. Lorsqu'il quitte la tente, le président ne doute pas de gagner son hôte à sa cause. Le dictateur, lui, masque sa déception. Il escomptait un président acquis à ses rêves africains. Il reçoit un ambitieux qui lui demande de se rallier à un projet concurrent. Nous pensions que Sarkozy avait pris en compte le projet que nous avions impulsé en Afrique. Et là, nous constatons qu'il cherche juste à se donner un rôle historique, qu'il veut être le chef. Kadhafi a toujours eu cette ambition, un peu fantasque, mais enfin de rassembler l'Afrique, ou en tout cas une partie de l'Afrique. Et il a essayé d'atteindre cet objectif plus par l'ingérence que par la coopération. Donc notre message assez évident était de lui dire, puisque vous avez renoncé au terrorisme et aux armes de destruction massive, renoncez aussi à l'ingérence, à la déstabilisation de vos voisins. Trop sûr de lui, le président mésestime les ambitions du roi des rois d'Afrique. Bref, l'entrevue se révèle un jeu de dupes, chacun se méprenant sur les intentions de l'autre. Dans la soirée, Nicolas Sarkozy, on retrouve à l'hôtel où là, il va faire il va débriefer longuement son entrevue avec Kadhafi. Il est très content de cette affaire. Il ne cesse de la raconter tant et plus. Il est très content de son début de mandat, qu'il veut absolument marquer par un gros coup sur le plan diplomatique. Hein. C'est ce qu'il cherche. Son grand dessein, c'est de réunir tout le monde. Il ajoute Kadhafi dans son puzzle. Moi, les échos que j'en ai eus, c'est que les choses s'étaient bien passées. Le colonel Kadhafi s'était montré très ouvert sur l'idée d'une union pour la Méditerranée. De retour vers la France, il reste à l'hyper-président, comme on commence à le surnommer, à honorer une promesse. La visite officielle qu'il a offerte au dictateur.
Il compte bien qu'elle renforce son entente avec lui et parachève sa grande offensive diplomatique de début de mandat. Cinq mois plus tard, en décembre, la femme du président est finalement partie. Le dictateur arrive. La veille de sa venue, les deux hommes se croisent à Lisbonne, dans le cadre d'un sommet international. Mais le président va recevoir un dictateur resté fidèle à lui-même. Il vient de faire scandale en déclarant à un journal portugais من الطبيعي أن يمارس الضعفاء الإرهاب. Permettez-moi de dire qu'il y a moins de problèmes à recevoir le président Kadhafi, dont les services collaborent avec les services occidentaux dans la lutte contre le terrorisme, dont les infirmières ont été libérées dans un avion de la République française. Pour le reste, il a sa personnalité, son tempérament. C'est pas moi qui vais les juger. Au petit matin, ce lundi, on déroule le tapis rouge. Par rouleaux entiers. Dans la cour d'honneur de l'Élysée et en face, dans les jardins d'une annexe du palais. Première dans les annales du protocole, on y a dressé une vaste tente bédouine. Oh, ils ont accepté toutes nos demandes. Le message de Kadhafi, pour sa première visite en Occident après une longue période de rupture, c'était « Ce n'est pas parce que je me rends en Europe que je change ». Mais voilà qu'un grain de sable vient gripper le bel ordonnancement. Personne à l'Élysée ne s'est aperçu que le dictateur arrive à une date un peu particulière. La Journée internationale des droits de l'homme. Or, le président a justement nommé une secrétaire d'État chargée de ce sujet-là. Avant cela, j'ai rencontré les infirmières bulgares, que je n'avais jamais rencontrées depuis. Et je suis sortie de cette rencontre bouleversée parce qu'elles m'ont raconté les conditions de leur détention, avec les attaques des chiens, enfin des choses absolument cauchemardesques qu'on ne lisait même pas dans la presse. Et ça a modifié évidemment mon regard. J'ai essayé de demander un changement de date, parce que le 10 décembre était symbolique. Il n'y avait pas d'argumentaire, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis c'est décidé, c'est calé. Je n'avais pas à me mêler du domaine réservé du président. Alors, à l'heure du laitier, ce lundi matin, la jeune secrétaire d'État frappe un grand coup. À un journal, elle lance « La France n'est pas un paillasson sur lequel un dirigeant peut venir s'essuyer les pieds de ses forfaits », avant de rééditer à la radio. Personnellement, je me retrouve avec une journée des droits de l'homme sur les bras et Kadhafi sur le tarmac d'Orly. Donc pour moi, c'est un problème. Au retour de la radio, vers 9h, 9h30, le président de la République m'appelle en me disant de venir le voir à l'Élysée. Il était silencieux, me tournant le dos, face à la fenêtre, et le silence dure très longtemps. Puis arrivent les deux conseillers, là, Lévite, messieurs Lévite et Guéant, qui donc me sermonnent lourdement. Vous vous rendez compte, son avion est dans le ciel français, il ne veut pas atterrir. Bon, je lui dis, écoutez, qu'il rentre chez lui. Bon, après, il me dit, c'est pas le moment de plaisanter. Donc, j'ai arrêté de plaisanter et je lui dis, effectivement, c'est très sérieux. Et Nicolas Sarkozy les arrête et puis leur demande de préparer la suite avec moi, savoir qu'est-ce que je dis maintenant. Bon, ils m'ont envoyé sur Europe 1, j'ai essayé de tourner autour du pot. Voilà.
La rebelle est contrainte d'approuver du bout des lèvres cette visite qui commence décidément sous de mauvais auspices. Et en fin d'une matinée pluvieuse, le dictateur finit par débarquer à Orly à la tête de ses Amazones et d'une suite de 200 personnes. L'ancien parrain du terrorisme s'offre pour la première fois une visite prestigieuse dans une grande capitale occidentale. Qui plus est, celle d'un pays qu'il a longtemps combattu. Se trouver là est pour lui un succès éclatant. Il ne s'en cache pas. Le programme qu'on lui a concocté n'en est-il pas la preuve? D'abord cette réception ici même, puis à l'Assemblée nationale. Enfin ce dîner de gala en son honneur. Nous avons beaucoup apprécié qu'on nous serve du couscous à l'Élysée. C'était un message tout à fait positif. Il était très heureux de tout ce que le gouvernement français lui offrait. Il a été accueilli avec grande déférence. Autant alors faire durer le plaisir. En France, l'usage diplomatique veut que les visites officielles durent 3 jours. Le dictateur demande à prolonger son séjour de 3 de plus. 1 semaine en tout. Je ne dis pas qu'il s'est invité, mais il a demandé à rester à Paris et on lui a accordé, bien évidemment, puisqu'on souhaitait que cette visite lui soit agréable. À chaque jour, il inventait un nouveau sujet de préoccupation. Quand les Libyens vous disent, écoutez, je souhaite aller à Versailles parce que j'ai toujours rêvé difficile de lui dire, ah non, vous n'allez pas aller à Versailles, non, c'est trop pour vous. Le touriste de marque fait privatiser le célèbre château royal. C'est là que le roi recevait les ambassadeurs. Avant de filer au Louvre, puis de réclamer d'autres divertissements encore à des organisateurs quelque peu dépassés. Il avait décidé de visiter Paris en bateau-mouche, par exemple. Vous imaginez ce que ça représente en termes de sécurité, puisqu'il faut sécuriser les berges, mais aussi les ponts. Et pourquoi ne pas lui dire non, tout simplement? Difficile de refuser à une personnalité qu'on reçoit le droit de découvrir Paris en bateau-mouche. Parti à la chasse à Rambouillet. J'étais pas chasseur moi-même, puisqu'il n'y avait qu'un seul fusil, c'était celui de Kadhafi. Mais les services de sécurité étaient en place depuis 9h du matin pour bloquer au moment du passage du convoi. Le convoi est arrivé vers 12h30, 1h. Les rues bloquées exaspèrent les Parisiens. La pompe déployée pour un dictateur choque les Français. Ils assistent à des scènes comme celle-là. De pacifiques opposants en exil, séquestrés dans un car des heures durant, afin d'éviter que le dirigeant libyen ne les aperçoive sur son passage. Les plus sidérés sont les proches des 170 victimes de l'attentat commis sur ordre du dictateur contre un avion français en 1989. Ce jeune homme y a perdu son père. N'oublie pas. Imaginez dans 10 ans, le président américain qui reçoit Ben Laden à la Maison Blanche et qui lui fait signer des contrats. Quatre ans auparavant, le dictateur a consenti à indemniser les familles des victimes du DC-10 d'UTA, mais il refuse toujours d'extrader les auteurs de l'attentat, parmi lesquels son propre bras droit. Avant sa venue à Paris,
les familles avaient demandé à être reçues par le président. Un de ses collaborateurs les avait éconduits. Il me dit, oh, c'est pas grave, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, on va pas s'embêter s'il reste un peu de poussière dans les coins. J'étais assez choqué par cette façon de voir les choses. Ce à quoi il a dit, mais de toute façon, on ne pourra pas vous recevoir, il n'y en a pas question, ça ferait un incident diplomatique. On est resté là-dessus. Mais au cours de la visite, le président est contraint de faire volte-face devant les caméras pour donner un gage à l'opinion ou par crainte d'un scandale. Je crois qu'il était un peu angoissé à l'idée de nous voir, d'où le fait qu'il était dans un monologue. Et il disait qu'il y avait beaucoup de fatwas contre lui, qu'il était victime lui-même en disant qu'il était visé par le terrorisme. Il a voulu créer une empathie avec nous, sauf qu'à mon avis, c'était pas le bon canal. Il voulait montrer que lui-même était une victime. Résumons. Le président invite le dictateur pour sauver des victimes bulgares, refuse de recevoir d'autres victimes françaises du terrorisme libyen, les reçoit finalement et se pose lui-même en victime. Le coup diplomatique vire à la farce et à la crise médiatico-politique. Une visite qui dérange, des voix qui s'élèvent, c'est la question du jour. Le président libyen est-il, oui ou non, le bienvenu? C'est une erreur et c'est même incompréhensible. Nicolas Sarkozy dit qu'il a changé. Mais c'est faux. L'affaire des infirmières bulgares, quand on prend 5 otages, qu'on les torture, qu'on les martyrise pendant des années et qu'on les rend contre rançon, ça s'appelle comment? Face à la multiplication des critiques, le susceptible dictateur riposte en organisant à l'UNESCO un meeting à sa gloire. يزايدوا على العالم بحقوق الإنسان وحقوق الإنسان كيف هم يزايدوا علينا بحقوق الإنسان قبل لا تكلموا عن حقوق الإنسان في بلدان أخرى خلينا نتأكدوا من الإنسان في بلدانكم عنده حقوق ولا ما عندهاش. Nous n'avions prévenu personne de cette initiative. Et je peux vous dire que les Français qui organisaient la visite ont été très vexés par le discours de frère Mouammar. Cette visite tourne à la farce tragicomique. Que des relations diplomatiques normales soient établies avec la Libye, cela se conçoit. Mais que la France fasse le cadeau d'une réhabilitation à grands frais, c'est une maladresse qui nous coûtera. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, jusqu'où irez-vous dans la négation de vous-même? La parole est à monsieur le ministre des Affaires étrangères. Jusqu'à présent, le chef de la diplomatie, caution humanitaire du président, s'était prudemment tenu à l'écart de la visite controversée. Vous avez cité un certain nombre des prises de position de monsieur Kadhafi. Sachez que je les réprouve. Lorsqu'il a parlé des droits de l'homme, ici, c'est-à-dire des droits de l'homme dans notre pays et en Europe, c'était assez pitoyable. Voilà, je dis c'est pitoyable, oui, c'est pitoyable. Voilà, c'est ce que je pense. Mais je n'avais pas changé lorsque Nicolas Sarkozy m'a proposé d'être ministre des Affaires étrangères. Il savait très bien à qui il demandait. Je sentais bien que tout ça l'avait agacé, bien sûr. De l'autre côté de la rue, pour le dictateur, c'en est trop. Il attendait que cette visite consacre sa respectabilité. Au lieu de cela, on l'injurie, on le juge pitoyable. Il soupçonne le président lui-même de le trahir. Car enfin, un ministre peut-il agir sans l'accord de son chef? Devant ses conseillers, il entre dans une colère terrible. Kadhafi a été trompé par Sarkozy. Lui était clair comme de l'eau de roche, et Sarkozy s'est comporté avec fourberie. C'était une attitude contraire à toute diplomatie. Pour nous, musulmans et diplomates, c'était un comportement inadmissible. S'il le détestait, pourquoi l'invitait-il en France? L'accueillait-il chaleureusement? Pourquoi était-il venu le visiter en Libye? Tout ça, c'était de l'hypocrisie.
La situation s'envenime encore lorsque le président tente désespérément de désamorcer la polémique qui agite la France. C'est bien beau les leçons de droits de l'homme et les postures entre le Café Flore et le Zénith. Mais ces postures, elles ont laissé pendant 8 ans ces malheureuses infirmières. J'ai dit au président Kadhafi combien il fallait continuer à progresser sur le chemin des droits de l'homme. Dans tous ces aspects, tout ce qu'il restait à faire. Maintenant, ce président lui fait publiquement la leçon. La coupe est pleine. La vengeance est un plat qui se mange froid. Aussi, le dictateur ne laisse rien paraître de son courroux lorsqu'il va retrouver son hôte. Le dernier entretien qui s'est fait, Sarkozy a tenu à le recevoir, je ne sais plus très bien, mais en tout cas, c'est le président Sarkozy qui lui a dit « Je suis désolé si la presse nous a mal accueillis, etc. » Et Kadhafi, très grand seigneur, lui a répondu « Mais écoutez, ça, vous n'y êtes absolument pour rien. La presse est libre dans votre pays. » Il a dit « C'est votre problème. La presse française, c'est pas mon problème. Moi, je verrai avec la mienne à mon retour, mais j'ai aucun souci. » Il a même dit en plaisantant « J'ai aucun souci avec ma presse. » Justement, la presse française, à laquelle il a promis une interview, va être l'instrument de sa vengeance. Ça tourne pour tout le monde, ça marche? Ok. Alors on y va. 3, 2, 1. Alors cette visite en France provoque ici un vif débat et le boycott de certains élus. Comment réagissez-vous à cette controverse? Le président Nicolas Sarkozy a indiqué hier qu'il vous avait demandé de progresser sur le chemin des droits de l'homme. أنا والرئيس ساركوزي عن هذا الموضوع إطلاقاً. نحن أصدقاء وأحباء ومتعاونين وتحدثنا عن التعاون. Ça n'a pas été évoqué. لا أبداً لا أبداً نحن تحدثنا عن. Vous pouvez remercier encore. Le missile est envoyé. La presse fait des gorges chaudes de ce cinglant démenti du dictateur. Merci beaucoup. Mortifié, publiquement humilié, le président tente de faire bonne figure en sortant son joker. Et je vais signer une dizaine de milliards de contrats avec la partie libyenne. C'est pour l'emploi et la croissance des Français. Et que les choses soient claires, je suis là aussi pour me battre aux côtés des entreprises et des usines françaises pour que nous ayons les contrats et les commandes que les autres étaient tellement contents d'avoir à notre place, sans rien renoncer de mes convictions en matière de droits de l'homme. Alors, le président convie la presse à une édifiante cérémonie. Un texte portant sur l'achat de 15 appareils, dont 7 A320, 4 A330 et 4 A350. Rafale, hélicoptères, avions de ligne. La liste est impressionnante. Pourtant, les deux hommes ne s'accordent pas un regard. Le dictateur ravale sa colère. À ce président indigne de confiance, il va faire payer une addition à sa manière. Infirmière contre visite à Paris, il s'estime quitte. Kadhafi mentait. Tous les contrats ensuite qui ont été signés ou proposés à Paris, il n'y en a aucun qui a été suivi des faits. Bon. Voilà, c'est un fiasco.
tout était compliqué, on prend des engagements, on les défait, on les renégocie, on fait traîner. On aurait vendu beaucoup de Rafales si toutes les promesses et tous les pré-contrats signés, tous les engagements signés avaient été tenus. Les affaires ne peuvent pas se faire sans qu'il y ait une politique extérieure cohérente et rassurante. C'est ça, comme je vous dis, des amateurs. Ironie de l'histoire, la France aura, après la visite, moins de parts de marché en Libye qu'à l'arrivée au pouvoir du président. Même la centrale nucléaire ne se vend pas. L'industriel Areva s'y oppose, jugeant insensée cette volonté présidentielle. L'année suivante, en juillet 2008, le président accueille à Paris le sommet fondateur de son Union pour la Méditerranée, devant une quarantaine de chefs d'État. Mesdames et messieurs, avec le président Moubarak, nous déclarons ouvert le sommet fondateur de l'Union pour la Méditerranée. Le seul qui, fidèle à son imprévisibilité, a décidé de déclarer forfait, c'est finalement Kadhafi. Et non seulement il a déclaré forfait, mais il a boudé en disant c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Ce qui a mené Kadhafi à la rupture avec Sarkozy, c'est la quête de leadership de Sarkozy. Pour Kadhafi, les pays africains sont au nombre de 54. Ils sont plus nombreux que les pays européens. Préférant rester maître sur son continent, le dictateur multiplie les déclarations hostiles à l'Union pour la Méditerranée. Fragilisée dès ses débuts par l'absence de la Libye, cette union ne verra jamais le jour. L'aventure libyenne est pour le président un échec cuisant. Elle a mis en lumière ses défauts, son exercice solitaire du pouvoir, un certain amateurisme. Cela explique sans doute qu'elle coïncide dans les sondages avec le début d'une impopularité durable. Dans les 3 années suivantes, le président ne veut plus entendre parler du dictateur. Jusqu'à un certain jour de février 2011. Et qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Orient? Une chose extraordinaire, c'est que les peuples arabes ont décidé sans violence de prendre leur destin en main. Ces peuples aspirent à la démocratie, au progrès social, alors que jusqu'à présent, on avait plutôt des régimes autoritaires dont nous avions des rapports avec eux parce qu'ils étaient laïcs et parce qu'il n'y avait pas d'autre solution d'alternative crédible. Aujourd'hui, il y a cette alternative. Il se trouve en Turquie lorsqu'il réagit à une stupéfiante nouvelle. Début 2011, des révolutions ont balayé 2 membres éminents de son UPM, l'Égyptien Moubarak et le Tunisien Ben Ali. Et voici que les Libyens, à leur tour, se soulèvent contre leur dictateur. Lui n'hésite pas à faire mitrailler la foule de ses opposants. Notre position est claire. M. Kadhafi doit partir. Comme tous les dirigeants occidentaux, le président s'empresse de condamner le désormais indéfendable guide libyen. Ces mots ont bien peu de poids. Alors que les printemps arabes ont la sympathie de l'opinion,
le souvenir de sa lune de miel avec le dictateur sanglant est devenu gênant. Ce bilan diplomatique terni tombe au plus mal, car dans 1 an, il remettra en jeu son mandat. Et si, au contraire, il tirait avantage de la situation pour se représidentialiser? C'est ce que lui suggère de faire un de ses conseillers. La situation internationale nous permet de tenter une opération politique dictée par les événements. Le message de dimanche soir est extrêmement important. C'est de là que peut s'amorcer la reconquête. Mes chers compatriotes, c'est mon devoir de prendre les décisions qui s'imposent quand les circonstances l'exigent. Nous avons donc le devoir d'agir face à la crise libyenne dont les conséquences pourraient être très lourdes pour la stabilité de toute la région. Le président de la République, lui, a été mobilisé tout de suite, a très bien compris que cette affaire allait tourner à la tragédie avec des dimensions effroyables. Et le souvenir que je garde, c'est qu'il m'avait demandé à l'époque comment s'était déroulée l'affaire de Srebrenica, puisque j'étais auprès du président Chirac à l'époque. Calculs et convictions, sans doute, se mêlent. Début mars, le président fait planifier une action militaire. Seul ou presque parmi les dirigeants occidentaux. Car nul ne sait comment intervenir dans une situation de plus en plus chaotique. Par qui remplacer le dictateur? Et voilà que le 5 mars, le président reçoit l'appel providentiel d'un donneur de leçons du Café de Flore qu'il vitupérait en 2007. Bernard-Henri Lévy, le philosophe médiatique, se trouve à Benghazi, fief de l'insurrection, auprès des chefs des rebelles. J'ai appelé tout bêtement le standard de l'Élysée, que par miracle j'avais sur un agenda électronique avec moi. Président de la République, Nicolas Sarkozy, au bout du fil, je lui ai dit... Je suis avec les nouveaux dirigeants du Conseil national de transition qui vient de se créer. Accepteriez-vous et puis accepterais-tu, on est vite repassé au tutoiement d'autrefois, de les recevoir? Il m'a répondu oui, naturellement. Question, mais quand? Le plus vite possible, qu'ils viennent. Il a commencé par nous parler de la visite de Kadhafi à Paris. Il nous a dit « Kadhafi était le président d'un pays, il fallait le recevoir, je l'ai reçu, vous comprenez ?» Je n'étais pas sûr de lui faire confiance à cause du passé, mais bon, je n'avais pas le choix. Maintenant que le peuple libyen a fait un autre choix, je suis prêt à vous aider. Et puis Sarkozy nous a dit qu'il reconnaissait le CNT comme unique représentant du peuple libyen. Il ne croyait tellement pas. Tout ça, naturellement, je suppose, doit être secret. Et Sarkozy, fin de réfléchir, regarde Lévite, Puga... Secret, oui, je ne sais pas, non. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau sur la Libye? Un coup de théâtre. Le président saute sur l'occasion de reconnaître ses opposants comme le seul pouvoir légitime de Libye. Sa décision revient tout bonnement à destituer le dictateur Honi. Cela vaut bien de prendre quelques risques. En effet, nul ne connaît la capacité de ce CNT, Conseil national de transition, à gouverner demain. Nul ne sait quel poids pèsent au juste les islamistes.
les Français se mettent en avant d'une façon spectaculaire qui heurte profondément et qui n'est pas comprise ni par les Britanniques, qui vont devenir nos alliés. Ils sont sidérés. Je ne parle même pas des autres partenaires européens. Les Allemands Merkel est furieuse. Et les Américains sont encore plus sidérés. D'ailleurs, les Américains, pendant très longtemps, vont continuer de poser la question « Qui sont ces gens ? Qui sont ces gens ?» et disposant évidemment d'informations précises sur le passé de certains et très très inquiets à Washington de la composante islamiste, du risque de dérapage, de ce qu'il adviendrait de tout cela. Bien sûr, c'était un risque. Et même éventuellement une menace sur l'avenir. Enfin, on avait le choix entre soutenir ce Conseil national de transition et tous ceux qui l'entouraient. Forcément, dans ceux qui l'entouraient, puisqu'il y avait toutes les forces hostiles au régime, il y avait aussi des forces plus ou moins menaçantes. Mais c'était ça ou Kadhafi. One word on French TV, please. One word about this situation. Il a été stupéfait que Sarkozy s'ingère dans ce conflit. Ils n'ont même pas cherché à dialoguer. Aucun émissaire français n'est venu sur place, en Libye. Il semble qu'il y avait déjà un plan pour se débarrasser de Kadhafi. تضرب ليبيا هي عزيبة عندك يا تافه. احنا اللي ضربناك. انت بتضربنا. جرب تعال. Fou de rage, le dictateur commet l'erreur d'envoyer ses chars contre la ville rebelle de Benghazi. Sans le savoir, il donne un coup de pouce décisif au président qui, en moins de 10 jours, parvient à réunir une coalition internationale et à obtenir une résolution de l'ONU. Le 19 mars, à l'instant même où ses alliés se réunissent à l'Élysée, le président leur apprend que 2 rafales viennent de tirer leur premier missile sur les troupes du dictateur. C'est le début de 8 mois de guerre. J'ai un souvenir assez précis, moi, titre personnel, puisque Nicolas Sarkozy me reçoit juste après la décision d'envoyer l'aviation au-dessus de Benghazi. Je crois qu'Hillary Clinton, elle parle d'une guerre obsessionnelle. La guerre de Sarkozy, je crois qu'elle dit même, elle emploie ce mot-là. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, il est complètement habité par ça. Il fait installer une carte dans son bureau, il a la carte de la Libye, il la connaît par cœur. Il a un point précis en permanence par son chef d'état-major. Lui intervenait, commentait les cartes. Et en effet, le président Sarkozy trouvait toujours des petits points de progrès puisque les couleurs étaient différentes. Il connaissait absolument par cœur chaque petit village tenu par les uns ou par les autres. Retranché dans sa capitale, le dictateur résiste mieux que prévu à la guerre du président. De son arsenal, il dégaine même une arme nouvelle. حتى أصبح رئيس وجاني هنا في هذه الخيمة وهو وزير الداخلية طلب مني الدعم يعني تقديري إنه هو أصيب بخلل عقلي. Kadhafi disait la pure vérité. Il a dit ce qu'il avait à dire et c'est tout. C'était plutôt un reproche. Il ne pensait pas dévoiler un grand secret à ce moment-là. On t'a aidé à arriver à l'Élysée et toi, tu fais une chose pareille?
C'est un peu comme si Hitler, dans son bon cœur, avait accusé Churchill d'avoir utilisé l'argent des nazis pour financer ses campagnes électorales. S'imaginer, je crois qu'il n'a jamais imaginé qu'on puisse donner le moindre crédit à ce genre de paroles. Couverte par le bruit des bombes, l'accusation n'est pas étayée par le dictateur, mais elle finira par ressurgir. Au large de Tripoli, le président, lui, vient encourager ses troupes. Débuté 6 mois plus tôt, le conflit s'enlise. La rébellion piétine. Le chef des armées fait intensifier les opérations et parachuter des tonnes d'armes aux opposants libyens. Autant autour de lui, il y a eu parfois du flottement, chez des membres du gouvernement. Tout le monde n'était pas convaincu à Paris de la nécessité d'agir en Libye, mais lui était déterminé jusqu'au bout. Dans les échanges qu'il a avec des gens qui le fréquentent à ce moment-là, c'est « je vais le mettre à genoux, il va mordre la poussière ». Mais j'ai pas entendu des expressions de ce genre, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, parce que des deux côtés, le ton monte. Ça devient une espèce de défi presque personnel. Il faut qu'il y en ait un qui perde tout. Celui qui perd tout, c'est bien sûr le dictateur. À la fin de l'été 2011, son palais tombe aux mains de ses ennemis. 2 mois plus tard, son convoi est attaqué par des avions français. Lui-même est capturé par des rebelles. Est-ce que ça va avoir une réaction à la mort de M. Kadhafi? L'objectif, c'est que la Libye retrouve sa liberté et un espoir démocratique. On ne doit jamais se réjouir de la mort d'un homme, quel que soit ce qu'il ait fait. Jamais. Mais la menace que faisait peser Kadhafi était une menace réelle sur l'avenir de la Libye. Septembre 2011. Lorsqu'il foule le sol libyen pour la 3e fois de sa vie, il est un président débarrassé de son dictateur. Il faut que tous les dictateurs du monde comprennent que dans le monde du XXIe siècle, il n'y aura pas un endroit où ils pourront s'assurer de leur impunité. L'impunité, c'est fini. Je vous remercie. Dans l'euphorie de sa victoire, il a presque les mêmes mots que pendant sa campagne de 2007. Comme si de cette manière, il voulait effacer les 5 années de sa relation avec le dictateur. Comme si, à quelques mois d'une autre campagne électorale, il venait conclure ici cette peu glorieuse histoire. Pourtant, alors qu'il repart, en Libye, la suite de l'histoire s'écrit déjà. L'opposition qu'il a soutenue échoue à gouverner. Une guerre civile éclate. Le pays implose. Les islamistes s'implantent. La région est en proie au chaos. En provoquant la chute du dictateur, il a évité un massacre, mais créé un monstre. Le suivi, c'est-à-dire l'après-guerre, n'a pas été suffisant. Je crois qu'il aurait été souhaitable d'être plus présent pour les aider à construire. Ce n'était pas leur choix, mais ça aurait dû être notre devoir. Voilà. Si on devait avoir un regret à exprimer, mais j'ajoute que cette période-là a coïncidé avec nos élections, l'arrivée d'un nouveau président de la République, et donc
par la force des choses ou du calendrier démocratique français, nous nous sommes trouvés dans une période de transition. La faute donc à des élections françaises que sa guerre en Libye n'aura pas permis de remporter. L'histoire ne s'arrête pas là. Après son départ de l'Élysée, continue de planer au-dessus de sa tête comme une malédiction. À moins que ce ne soit la morale de cette fable. À la suite du dictateur, des affairistes déçus et d'anciens caciques du régime l'accusent d'avoir reçu de l'argent libyen pour sa campagne de 2007. Soupçon infamant qui ternit ses ambitions futures. S'est-il compromis? Ou bien, président d'une démocratie, paye-t-il tout simplement le fait de s'être aventuré avec un tel dictateur? Le colonel Kadhafi aurait financé votre campagne en 2007. Est-ce que c'est vrai? Moi, s'il l'avait financé, j'aurais pas été très reconnaissant. Il avait dit quelque chose autour de 50 millions, quelque chose comme ça. Tous les rendez-vous avec Kadhafi sont enregistrés. Et c'est ça qui leur fait peur. Nous affirmons, sur la base de plusieurs témoignages et de documents, qu'il y a eu un financement à hauteur de 50 millions. Vous croyez vraiment qu'avec ce que j'ai fait à M. Kadhafi, il m'a fait un virement? Pourquoi pas un chèque endossé?